RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre magazine féminin qui, à travers ce numéro, s'est engagé à travailler avec les jeunes de la République démocratique du Congo sur la problématique de droit à la santé sexuelle et reproductive. On sait que 60% de la population congolaise est composée de la jeunesse et cette jeunesse est confrontée à de nombreux défis liés à l'éducation, au travail, mais également à la santé sexuelle et reproductive. Sur ce plateau, nous recevons une grande équipe des jeunes qui font partie de différentes structures et ainsi avec le cadre permanent de concertation de la femme congolaise qui met en œuvre le programme Sharp en République démocratique du Congo, un programme mis en place par l'Union européenne, une solution pour soutenir la santé et protéger les droits des adolescents. On nous motive à dérouler ensemble avec nos invités ces questions pour améliorer et contribuer au plaidoyer sur l'accès aux services de santé. Sur ce plateau, nous avons l'honneur de recevoir Madame Stella Mbungu. Bienvenue sur le plateau féminin. Merci. Nous avons également Monsieur Grady Mbadou. Bienvenue sur le plateau féminin. Merci beaucoup. Mais également Beriachi Manga, bienvenue sur le plateau féminin. Merci beaucoup. Et merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation d'entrée des jeux. Parlez-nous un peu des expériences que vous vivez sur le terrain, Madame Stella, par rapport à cette question de la santé sexuelle et reproductive. Par rapport à la question sur la santé sexuelle et reproductive, nous rencontrons plusieurs difficultés sur le terrain. Nous remarquons que les jeunes, surtout africains, congolais, n'ont pas assez d'informations sur le sujet. Nous remarquons aussi qu'il y a plusieurs défis à relever, et ainsi que, comment je pourrais expliquer, la notion de tabou qui domine un peu notre culture par rapport à la question. Ok, Monsieur Gradimbadou, et comment est-ce que vous appréhendez cette question de la santé sexuelle et reproductive? Bien, merci pour la parole. Concernant la santé sexuelle et reproductive, ou en soit la santé de la reproduction, on va dire que jusque-là, je ne sais pas si je devrais parler de l'Afrique ou de la République démocratique du Congo en soi, mais on n'a pas encore atteint le niveau d'information nécessaire à donner aux jeunes concernant tous ces sujets-là. Et d'ailleurs même, je trouve qu'au fil des ans, avec tout ce que nous avons pu avoir à mener comme plaidoyer, il ne reste qu'une minime partie des gens qui commencent à le mettre en pratique, mais d'un autre côté, il y a encore accroissement des tabous qui ne font que se perpétuer, de par les parents ou encore de par les yayas dans les communautés, qui ne font que perpétuer cette image-là de tabou au sein des jeunes pour leur faire comprendre que non, ce sont des sujets qui ne leur sont pas concernés. Et jusqu'ici, on sent vraiment que la République démocratique du Congo en soi n'a pas vraiment atteint le niveau de faire passer l'information concernant tous ces sujets-là. La même question pour Beriachi Manga. Bon, moi je vais répondre comme les autres. Déjà ici en Nord des Congo, pour ne pas parler d'Afrique, la majorité de jeunes souffrent encore de ces sujets. Donc ils n'ont pas vraiment assez d'informations, et surtout dans des familles, dans des communautés ici où la santé sexuelle et reproductive est toujours un sujet tabou. Donc c'est vraiment difficile pour que deux parents, pour deux parents plutôt, de parler de la santé sexuelle et reproductive à des jeunes, à des enfants. On retrouve encore, lorsqu'on fait nos leçons sur terrain, on retrouve encore des jeunes qui souffrent de manque d'informations, qui se sont même, comment je peux dire, ils sont exposés dans plusieurs choses parce qu'ils n'ont pas d'informations. Il y a aujourd'hui beaucoup de filles qui ont des grossesses non désirées, juste parce qu'ils ne savent peut-être pas comment s'y mettre dans le domaine de la contraception. Tout ça parce que les parents n'ont pas été ouverts sur des sujets liés à la santé sexuelle reproductive. Donc, vous faites partie des différentes structures, mais ces informations-là, et vous les puisez où? Bon, déjà comme je le disais, nous sommes le conseil des jeunes. Souvent on fait nos évaluations, on fait des descentes sur terrain, on essaie de sensibiliser les jeunes et
on aborde plus des thématiques sur la santé sexuelle et reproductive. Et déjà, lorsqu'on descend sur le terrain pour faire des évaluations, c'est à ce moment qu'on prend toutes ces informations sur la santé sexuelle auprès de jeunes. Il y a des jeunes qui nous font part de leurs besoins et de leurs problèmes. C'est à ce moment qu'on constitue nos données pour dire des informations. Mais c'était là comment briser la glace, parce qu'on trouve des fois des jeunes qui n'arrivent même pas à parler de la sexualité, mais qui en parlent entre eux et d'une manière qui ne leur permet pas de pouvoir se protéger sexuellement. Pour ces jeunes qui parlent entre eux de la santé sexuelle, ils ramassent des informations un peu partout. Et lorsqu'ils essayent de le mettre ensemble, ces informations ne sont pas toujours véridiques. Ce sont souvent de fausses informations qu'ils entendent, les on-dit, les rumeurs, telle grande sœur a fait ceci, tel grand frère a dit cela. Et c'est ça en fait qui fait en sorte qu'aujourd'hui, plusieurs jeunes se retrouvent dans des situations compliquées parce qu'ils ont eu à entendre une quelconque personne dire telle chose et ils ont essayé de reproduire cette chose. Et aussi, je dirais, pour briser la glace, c'est d'abord se mettre au niveau de la jeunesse. Voir qu'est-ce que la jeunesse est en train de vivre. Parce qu'on ne peut pas adapter un enseignement sans étudier d'abord le niveau de personnes à qui on veut adapter cet enseignement. C'est mettre au niveau de la jeunesse, essayer de vivre un peu, de comprendre ce qu'ils sont en train de vivre et ensuite adapter l'enseignement. Regardons d'abord comment je pourrais dire ça. Par exemple, lorsque vous organisez des conférences, vous insistez sur quoi en tant que jeune? Parce que vous faites partie du conseil de la jeunesse, n'est-ce pas? Vous insistez sur quoi dans vos messages? Nous insistons plus sur la prévention, la connaissance de soi et la confiance en soi. Parce qu'une personne qui a la connaissance de soi aura automatiquement la confiance en soi. Et la confiance en soi le permettra de mettre des limites à ce qu'il peut faire et à ce qu'il ne peut pas faire. Voilà. Alors, Gradine Badou, essaie un peu de nous expliquer ces informations, vous les puisez où pour convaincre? Parce qu'il y en a qui sont trop chrétiens, entre parenthèses. Hein, et lorsque vous commencez à parler, bon, je me dis, c'est un autre regard qu'on a de vous. Vous pouvez vous dire, bon, je suis sage et tout, mais lorsque vous commencez à moi, nana, débat, c'est ce qui fait, au fait, dans la communauté congolaise, c'est ça. Et certains parents peuvent vous donner une autre image, et pourtant, c'est juste une sensibilisation pour se prévenir et se protéger. Exactement. Pour ce qui est de marteler encore sur le fait d'où est-ce que nous puisons nos informations, les informations elles-mêmes viennent des jeunes et de ce que nous avons eu à constater lorsque nous avions mené, comme Beria l'a dit, une évaluation participative dans le cadre du conseil de jeunes. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes descendus sur le terrain. Nous avions un système de clubs au niveau des écoles, mais aussi des formations sanitaires, au niveau des endroits spécifiques. C'est vrai qu'aujourd'hui, vu qu'il n'y a plus de fonds, plus de partenaires, ces formations sanitaires ne sont plus du tout considérées comme auparavant. Mais auparavant, avant, il y avait un petit suivi. Et c'est au sein de ces formations sanitaires-là que nous avions par habitude de réunir des jeunes d'une communauté quelconque. Par exemple, il y avait Biela, il y avait Massina Kimbanseke, il y avait Njili également. Et chaque commune avait en soi une formation sanitaire. Et lorsque nous arrivons à regrouper des jeunes de ce quartier-là ou de cette commune-là, par exemple les jeunes de Kimbanseke, au sein de la formation sanitaire, nous leur parlons, nous leur demandons de parler librement, ouvertement, concernant leurs méthodes de contraception, concernant leurs sujets qui concernent la santé sexuelle et reproductive, etc. Et ces mêmes jeunes-là vont nous dire que ce sont des sujets qui, de par chez eux, sont tabous, ou encore ils n'ont pas une connaissance pleine de ça. Et certains même vont dire même qu'ils sont influencés dans le mal. Stéba vient de le dire, il y a les on-dit. Par exemple, un grand frère peut influencer un jeune lui disant que « Ah non, toi tu es jeune, il faudrait que tu sois un peu plus actif, un peu plus chaud. Voilà, il y a des filles, il faudrait que tu fasses ceci, cela. » Lui, ne connaissant pas cela, peut-être qu'à la maison, il n'a jamais été informé concernant cela. Il se met dans les choses en question et puis
Après, il y a des problèmes qui surviennent et puis ça devient de longues histoires. Ok. Autre part encore, il y avait également des clubs avec les parents. On travaillait avec les jeunes, mais avec les parents également, pour justement sensibiliser les parents. Parce que les parents, c'est eux aussi un grand facteur pour briser la glace. Comme tantôt Stella l'a dit, il faudrait que les parents arrivent vraiment à passer d'un point A à un point B et qu'ils puissent vraiment se dire que non, si je veux que mon enfant puisse être informé ou que mon enfant puisse se retrouver d'ici 5 ans ou quand il va vivre sa puberté, je devrais lui parler en avance de ça, 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 et non pas qu'il aille l'entendre ailleurs. Ok. Et vous avez déjà un partenaire. Là, on a insisté. On est quand même très heureux d'avoir le cadre permanent de concertation de la femme congolaise. Si on a mis le OLAP, c'est pour justement insister sur le fait que les jeunes doivent s'impliquer sur cette question. Et sur le terrain, plusieurs acteurs, notamment les pasteurs, bon, les autorités religieuses, on a les autorités coutumières, ils n'arrivent pas à s'approprier cette question de la santé sexuelle et reproductive. Et vous, en tant que jeune, c'est à quel âge qu'on doit parler de cette question, non seulement en famille, mais dans des écoles? Bon, déjà, lorsque on remarque que l'enfant est en train d'atteindre l'âge de la puberté, il est nécessaire qu'il puisse avoir de la connaissance sur la santé sexuelle et reproductive. Parce que c'est pendant ce temps que l'enfant remarque beaucoup de changements corporels et autres. Et si aujourd'hui, dans nos communautés, beaucoup de pasteurs et autres n'arrivent pas à s'approprier de ces sujets, c'est parce que, ils gardent encore cette tradition de dire que la santé sexuelle, c'est un tabou. Voir s'ils ne gardaient pas cette tradition de dire la santé sexuelle c'est un tabou, ils allaient avoir la facilité de le dire à tout le monde. Et imagine un enfant qui a vu sa pollution nocturne pour la première fois, mais il a peur de dire à sa famille. On a rencontré déjà des situations comme ça, parce que pour lui, le fait de dire à sa famille qu'il a remarqué il a remarqué pendant la nuit qu'il avait la pollution, il était mouillé à cause de la pollution nocturne, ça va dire qu'il va essayer de dire que non, il a des femmes de nuit, des maris de nuit. Vous voyez, ce genre de choses, ce qui fait en sorte que beaucoup de jeunes qui s'enferment en eux. Déjà, même des parents, ils favorisent ça. Il y a des parents aussi qui ont chassé des enfants de la maison juste parce que l'enfant était mouillé grâce à la pollution nocturne. Et après, il a dit que non, il a des femmes de nuit. Des trucs comme ça. Et voilà pourquoi cette mentalité, mais bon, déjà chez nos pasteurs, ça reste ainsi parce qu'ils sont aussi dans nos communautés. Ça interdit même nos pasteurs, même nos encadreurs de l'écodie, de la jeunesse, même le parent, de ne pas nous parler de ça. Et déjà, si je vais répondre à la question que vous avez posée à Stella, intervenir à ce que Stella avait dit avant, ce qui fait en sorte que beaucoup de jeunes puissent, comme vous pouvez dire, avoir des informations ailleurs. Chez des gens qui, ne sont peut-être pas appropriés à leur donner des informations sur la santé sexuelle et reproductive. Et c'est ce qu'il faut aussi que ces jeunes puissent avoir de mauvaises informations. Et lorsqu'ils obtiennent de mauvaises informations, ils les pratiquent aussi tellement bizarre qu'on les a informés. Ok. Et on a plus de conséquences lorsque les informations sont mal transmises que lorsque... Mais tous ici sommes chrétiens. Ouais. Imaginez-vous que vous venez à l'église et vous demandez à votre pasteur tout un chapitre pour parler de cela. Quelle réaction? Bon, déjà, c'est difficile, on va dire. Ouais. On va dire c'est difficile parce que ce ne sont pas vraiment des sujets qu'on aborde dans nos églises. Parler déjà de la santé sexuelle. Même dans les émissions, si Femina a sauté sur le hameçon, c'est pour essayer un peu d'impliquer les jeunes dans ce travail. On constate que la sexualité est réellement une question taboue. Et trouver des solutions. Alors sur ce plateau, nous profitons de l'occasion et on vous remercie encore une fois d'avoir accepté d'en parler. Mais quel regard aussi en quittant chez vous. Est-ce que vous avez informé vos parents que vous venez parler de cela, ou ils sont habitués à ce sujet avec vous? Bon, déjà nos parents, moi je pense qu'ils sont habitués parce que nos parents, ils ont participé dans le projet Bien Grandir et Bien Grandir Plus. Donc, ils ont aussi été formés, comme nous on a été formés. Okay. Et dire, ils sont parmi ces parents qui ont brisé déjà ces tabous de parler de la santé sexuelle et reproductive ouvertement. Comme témoignage, je vais dire, même moi, lorsque j'ai vu ma pollution nocturne, pour la première fois, j'ai relaté à mon père. Et ça n'a pas dérangé, vu qu'il avait déjà des informations sur la santé sexuelle et reproductive. Et je pense que c'est la même chose pour Grady, Stella et autres. Et à quel âge on doit parler de la santé sexuelle? Je reviens sur ma question.
Moi, je pense que c'est juste au début de la puberté, pour ne pas préciser. Oui, Stella. Pour moi, je pense qu'il faut commencer. Il ne faut pas entrer directement dans le vif du sujet, mais poser quand même des bases dès l'enfance. Comme par exemple une petite fille de 6 ans, lui donner des instructions comme quoi sa poitrine n'est pas quelque chose avec laquelle les gens peuvent jouer ou toucher. Ces parties génitales, par exemple, les gens ne peuvent pas les toucher. Mettre déjà de base des limites, des restrictions pour permettre à la petite fille de ne pas se laisser faire. Parce qu'on remarque de nos jours qu'il y a beaucoup de taux de viol, par exemple, et surtout sur de petites filles. Parce qu'ils se disent, ouais, c'est un grand frère, il vient, c'est pas grave, on joue, c'est juste un jeu, ce n'est rien. Mais poser déjà de base, dès l'enfance, permet aussi à la petite fille de se dire que ce que ses grands frères essayent de faire, maman avait interdit. Maman avait dit qu'on ne devait pas me toucher. Maman avait dit qu'on ne devait pas faire ceci ou cela. Et aussi, le moment où on devrait vraiment entrer dans le vif du sujet, c'est lorsque l'enfant commence sa puberté. C'est là que le papa ou la maman doit vraiment donner des informations nécessaires et surtout des informations vraies sur la question. Stella est une fille sur ce plateau. On constate des fois, comme vous venez de l'évoquer, quand une jeune fille a sa poitrine qui prend un peu du volume, elle voit ses menstrues, mais il y en a qui sont gênées à l'école. Parce qu'on les considère comme des vieilles, des vieilles filles là. Donc elles ne sont plus classées. Ça fait à ce que plusieurs filles, pendant leur menstruation, elles quittent quand même l'école parce qu'elles ont honte de cette situation-là. En tant que jeunes déjà expérimentées, parce que vous parlez de la santé sexuelle et reproductive, comment est-ce que vous vous prenez pour parler à ces jeunes filles-là de la question? Déjà, je suis un témoignage vivant parce que depuis que mon corps a commencé à se transformer, j'ai beaucoup été gênée ou honteuse par rapport à ma poitrine. Lorsqu'on grandissait, que je remarquais que certaines filles n'avaient pas de poitrine assez développée, je me sentais mal. Et surtout qu'il y avait des choses qui se disaient comme quoi, lorsqu'une petite fille a une poitrine développée, sûrement elle s'est fait déjà toucher. Voilà pourquoi sa poitrine se développe aussi facilement. Et j'ai beaucoup souffert à cause de cela, parce que je n'avais pas quelqu'un à qui en parler. Je me renfermais souvent et j'essayais de courber mon dos pour espérer que ça ne puisse plus se développer. Ça va cacher. Et du coup, j'ai entendu des choses, des gens qui disaient non, quand tu auras 14 ans, peut-être ça va arrêter de se développer, oui, tu auras tel âge, ça va arrêter. Et du coup, j'essayais de baser mes espérances sur ça. Je me disais, quand j'aurai 14 ans, à coup sûr, j'aurais pu, ça va s'arrêter, je serai comme ça pour toute la vie. Mais j'ai remarqué que non, ça développait à chaque fois. Et lorsque nous partons dans des formations de bien grandir et que j'ai eu à comprendre et à connaître certaines choses sur les sujets, disons que c'était une libération. Il y avait un poids qui était sorti parce que j'ai eu à comprendre que c'était tout à fait normal qu'une poitrine se développe, souvent à cause des hormones, à cause aussi de la génétique, ce genre de choses. J'ai eu à comprendre. Et votre question? Je disais, comment est-ce que vous accompagnez les autres qui sont dans la même situation, parce qu'il y a des jeunes filles qui se renferment comme vous. Vous avez pris du temps à attendre longtemps les 14 ans et vous n'avez pas vu votre poitrine cesser de se développer. Déjà, c'est grâce à nos propres expériences que nous amenons aussi d'autres personnes à s'accepter telles qu'ils sont et à comprendre, à ne pas prêter attention à ce que les autres diront par rapport à eux-mêmes et surtout de pouvoir se connaître. La connaissance de soi, j'insiste sur les sujets, c'est vraiment quelque chose de très important. Connaître son corps, connaître comment est-ce qu'on développe. C'est important parce qu'on n'a pas le même niveau ou le même degré de développement que d'autres personnes. Il y a d'autres filles, on a le même âge, mais ne sont pas aussi développées que moi. Et d'autres qui le sont encore plus. Donc c'est important de connaître son cycle de développement. Grady, à quel âge parler de la santé sexuelle et reproductive? Moi, j'aime bien accompagner Stella et Beria parce que les deux ne sont pas précis sur l'âge et c'est très bien. Mais poser les bases, c'est bien. Mais l'âge pour moi approprié ou adéquat pour qu'un parent commence maintenant à faire comprendre à son enfant va de 8 ans, si c'est trop tôt,
10 ans. Pourquoi? Parce que, justement, il y a de ces enfants qui vous surprennent, de par ce que Stella dit. Un enfant que tu te dis, ah, celui-ci connaîtra sa puberté, ça va débuter par exemple à 11 ans, 12 ans, mais il vous surprend que vous voyez déjà l'enfant s'est développé à 10 ans ou même 9 ans. Parce que ce sont des cas, ça arrive. Et pour déjà poser des bases, pour pas que l'enfant s'étonne quand il verra des choses, de par son corps, il verra par exemple des poils pousser, pour pas que ça l'étonne, pour qu'il puisse déjà être au courant. Pour moi, le parent devrait déjà commencer à poser des bases à partir de 8 ans ou encore 10 ans. Pourquoi entre 8 et 10 ans? Parce que vraiment, c'est entre cette période-là qu'un enfant commence déjà à s'éveiller et qu'un enfant commence à apprendre des choses. Déjà, même 6 ans, c'est déjà beaucoup pour un enfant. Il commence déjà à connaître beaucoup de choses, 7 ans. Mais à partir de 8 ans, 9, 10 ans, l'enfant va vraiment se rendre compte et avoir une quelconque part de responsabilité de ce qu'on va lui dire. Pourquoi? Parce qu'il aura pris la chose de son bas âge. Donc voilà, pour répondre à la question. Et selon vous, est-ce qu'on doit imposer les programmes de santé sexuelle et reproductive dans les écoles? Parce que tous, nous sommes passés dans les enseignements comme les EV, bon, éducation à la vie et tout, bon, où on essaie de dire aux jeunes filles, il faut avoir des vêtements qui ne laissent pas la poitrine à découvert. Aux garçons, on leur demande de bien enfiler. Pourtant, le style actuellement, c'est... Ah, on fait avec nos stars et on aime bien copier les choses. Et pourtant, même ces styles-là constituent des dangers pour la plupart. Le fait de voir, il y a les jeunes filles qui développent leur postérieur plus que leur âge. Et on connaît qu'il y a des hommes qui n'arrivent pas à se contenir en voyant cela. Donc les petites filles, déjà, elles s'exposent selon vous. Est-ce qu'on doit imposer ces programmes-là dans les écoles ou bien impliquer tout simplement les jeunes dans vos différentes structures, comme vous faites déjà partie dans vos différentes structures pour continuer la sensibilisation Grady, comme on dit? Alors, je ne sais pas si ils vont mal le prendre, mais selon moi, on devrait imposer. Pourquoi? Parce que du fait qu'on a pris un grand temps de break, genre on a passé beaucoup d'années sans que cela puisse continuer. Déjà, dites-vous aujourd'hui que quand un professeur va aborder éducation à la vie, les élèves commencent vous-même, vous savez, la plupart des jeunes savent comment ça se passe dans les écoles, si seulement on parle d'EV. Pour moi, le programme devrait être imposé et cela à plusieurs niveaux de classe pour que les enfants déjà de leur primaire puissent le savoir, allant aux humanités ou encore en secondaire, ils puissent déjà être informés de ça, que de simplement sensibiliser. Parce que lorsqu'on sensibilise, certains peuvent accepter ou non. Mais en imposant, on sent vraiment qu'il y a le vif désir ou encore, comment dire, on veut vraiment aboutir à un changement du fait qu'on impose. Et ce n'est pas en vain qu'on impose quelque chose. Et quel est le mot ou bien vos sentiments par rapport au programme SHARP qui est mis en œuvre en RDC par le cadre permanent de concertation de la femme congolaise par rapport à ce grand travail de sensibilisation des jeunes et quelles sont vos propositions pour des solutions appropriées? Alors, des propositions, j'en ai beaucoup, mais je vais essayer d'en résumer quelques-uns. Mais pour ce qui est d'un mot concernant ce programme, j'ai dit coup de chapeau parce que c'est vraiment pas le genre de choses que beaucoup d'organisations pensent à faire. Ils sont beaucoup plus dans autres trucs lucratifs, mais sensibiliser les jeunes, c'est à part. Donc, il faut vraiment encourager ce projet d'aller de l'avant, surtout que nous, jeunes, nous sommes nous-mêmes impliqués là-dedans et c'est déjà un point vers l'avant. Et pour ce qui est de recommandations à donner, il faudrait cibler des zones et il faudrait entrer en profondeur dans ces zones-là, mais avoir, comment dire, une liste préétablie des personnes à aborder. Parce qu'on veut bien faire passer un message aux jeunes, mais il y a ces facteurs qui influent sur la vie de jeunes qui eux aussi peuvent apporter un plus à ce dernier. Par exemple, les parents, nous avons les prestataires de soins, nous avons les professeurs comme nous venons de citer, et nous avons des jeunes dans la communauté. Ou même d'autres facteurs encore. Si ces facteurs-là
ne s'implique pas pour le changement des jeunes ou de la jeunesse en soi, dites-vous que lorsque vous venez simplement imposer à un jeune lui-même, bah, il ne saura pas trop se référer, il va se dire, ah, on me demande de faire ceci. Nous voyons même le cas dans des maisons, lorsqu'on impose directement quelque chose à un jeune, il se demande, mais pourquoi on me demande de faire ça directement? Mais or que si le parent vient lui aussi apporter un plus dans ce que l'on donne comme sensibilisation, recommandation, ou encore que un oncle, un grand frère, un ami à l'école, un professeur, eux tous viennent et qui parlent tous de la même chose, dites-vous que le jeune en soi, il ira de l'avant. On prend Beria, avant on va chuter par Stella, par rapport aux recommandations et propositions, et surtout un mot concernant le programme Sharp mis en œuvre en RDC par le cadre permanent de concertation de la femme congolaise. Une solution pour l'Union européenne afin de protéger les jeunes. Bon, là, je vais plus rejoindre Grady parce que je pense qu'il a déjà presque dit. Commençons d'abord. Et ce qui n'a pas dit. Ouais. On va d'abord commencer par les projets Sharp. Déjà, c'est un bon projet. Coup de chapeau à eux. Déjà, c'est vraiment, je vais dire, c'est rare. Parce qu'on ne peut pas refuser que ça s'est fait souvent. Ben, ça se faisait avant, mais actuellement, c'est un peu rare de voir un projet miser autant sur la sensibilisation de jeunes, sur des questions liées à la santé sexuelle et reproductive. Et c'est déjà quelque chose à féliciter. Et s'il y a des propositions à faire concernant ces sujets, moi je vais demander à ce que, comme Gardien vient de le dire, qu'on puisse encore multiplier des sensibilisations et cibler des endroits. Des endroits où on sent vraiment que là-bas ça frappe fort sur des questions liées sur la santé sexuelle et reproductive. Et lorsqu'on cible des endroits, on n'a pas seulement à cibler que deux jeunes. On doit cibler tout ce qui, donc je vais dire, tous ces cercles qui entourent le jeune, notamment le parent, le professeur, le prestataire de santé et autres. Parce que ce qui est sûr et certain, dans les écoles, on nous parle de la santé sexuelle et reproductive, dans les cours de EV et autres, mais moi, selon moi, j'ai dit, ils n'entrent pas vraiment en profondeur. Parce qu'ils prennent souvent les casquettes de nos parents à la maison, et ils sont aussi enfermés par ces liens de parler de la santé sexuelle et reproductive. Ils disent toujours que c'est un tabou. Ils peuvent parler, mais ils ne rentrent pas vraiment en profondeur. On a échangé ici tantôt par rapport aux prestataires de santé. Ouais. Il faut essayer un peu de je vais parler aussi de ça. Ouais, à l'école, ils parlent de ça, mais c'est pas vraiment. Ils parlent de ça juste pour un. Vous voulez dire, j'ai dire comme moi j'ai fait élève et tout. Il y avait des moments où le professeur parlait de ça, et nous, on était là pour rire. On rigolait et tout. Déjà, on rigolait parce que ce qu'il nous parlait, moi personnellement, lorsque j'ai compris que ce qu'il nous parlait, c'était pas vraiment nécessaire. Ouais, ça me donnait envie de rire, mais si c'était vraiment nécessaire ce qu'il nous parlait, aujourd'hui, c'est vraiment difficile de voir un professeur parler de la contraception. Il parle, mais ils n'entrent pas vraiment en profondeur. Alors, et aussi, Myriam, pour les si tu prestataires, peux, oui, en quelques lignes, parce que Stella va aussi en quelques lignes, pour les prestataires, Ouais. moi je suis demandé à ce qu'on puisse avoir plus de prestataires jeunes. Là, je vais revenir sur le temps que vous avez dit. Parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui se plaignent lorsqu'ils partent dans des hôpitaux et tout pour avoir des informations sur la santé sexuelle et reproductive. Ils croient souvent des prestataires vieux qui sont là, genre, ils prennent la place de parents. Au lieu d'abord de les accompagner, ils sont d'abord là pour, je vais dire, recadrer, discipliner, les accuser, voilà. Ils sont là pour eux, ils prennent d'abord la place des parents, demander pourquoi tu as fait ça, gronder. Mais en vrai, ils sont là, si les jeunes sont là, c'est pour que vous puissiez les accompagner. C'est sûr, ils sont tombés, mais ils ont besoin de l'accompagnement. Voilà pourquoi je vais demander à ce qu'on puisse multiplier encore les sensibilisations dans différents endroits et puis procéder dans tout ce qu'on a donné comme piste de solution. Merci beaucoup, Beria. C'était là en quelques lignes parce que là, mon équipe est en train déjà de me dire que je dois chuter solution, proposition par rapport à la santé sexuelle et reproductive. Déjà, pour revenir à ce que vous avez dit tantôt, Brièvement. Déjà un grand merci au projet Sharp parce que nous espérons surtout qu'ils ne vont pas s'arrêter là et que nous allons voir beaucoup de réalisations un peu plus tard. Et aussi de propositions, je demanderai à ce que, comme Beria l'a dit, qu'il y ait des prestataires de santé jeunes en connaissance des difficultés que les jeunes rencontrent. Et aussi qu'il y ait des centres de formation pour les parents. Donner de la connaissance aux parents, donner des informations nécessaires aux parents pour qu'ils puissent accompagner leurs enfants. Voilà, c'était là la grande équipe qui était composée de Stella Mbungu, Grady Mbadou,
Beriachi Manga, avec qui on a parlé de la santé sexuelle et reproductive, en tout cas féminin. Pendant tout ce temps, nous allons parler de ce sujet pour permettre à la jeunesse d'apporter une pierre pour se protéger, afin que la question de la sexualité ne soit plus un tabou en RDC. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la RTG. On se retrouve prochainement et avec le même plaisir. Ici, dans Féminin, on se lève et on se salue dans le respect des barrières. Hein. On continue avec... Je pense qu'il existe, il y a plus de quoi. Ah, ça existe, ne vous en faites pas, mais au moins on vit avec. D'accord. Merci. Merci à vous, c'était magnifique. Là, il y a des radios sur pattes. Ah, RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA,